L'éveil du Titan dormant, la première Genèse. Première partie, l'ombre de la Confédération. Chapitre 1, le mépris des étoiles. Le ciel de Terra était d'un bleu cristallin ce matin-là. Sarah Lestel observait les 3 soleils de Kepler 452 depuis la baie vitrée du centre de recherche archéologique de Nordheim. À 47 ans, elle était devenue l'une des plus éminentes scientifiques de l'humanité, spécialisée dans les ruines anciennes. Ses cheveux gris acier encadraient un visage marqué par des années de recherches obsessionnelles. Elle avait découvert quelque chose qui changerait tout. Sur l'écran holographique flottant devant elle s'affichaient les plans d'une installation sous-marine, enfouie à 3 km de profondeur dans l'océan du Pacifique. Les formes géométriques des structures n'avaient rien à voir avec les technologies humaines actuelles. Les matériaux détectés révélaient des alliages inconnus, des cristaux énergétiques, et surtout, des inscriptions en ancienne langue humaine. Pas celles d'il y a 1000 ou 2000 ans. Celles d'il y a 100 000 ans. Professeur Lestel, dit Dimitri Rostov, son assistant, en entrant précipitamment. Sa voix tremblait d'excitation. L'Académie spatiale vient d'appeler. 2 vaisseaux de la Confédération se dirigent vers notre secteur. Ils demandent une réunion d'urgence avec le Conseil mondial. Sarah ferma les yeux. Elle savait ce que cela signifiait. Depuis 30 ans, la Confédération galactique avait établi un contact avec l'humanité. Pas en tant qu'égaux. En tant que sujet à civiliser. Les confédérés, entités collectives composées de 12 espèces avancées, considéraient l'humanité comme une race primitive, à peine consciente, disposant de fusées à combustion chimique alors qu'eux-mêmes maîtrisaient les voyages intersidéraux depuis des dizaines de milliers d'années. Les élus de Sargonie, race reptilienne dominante, les architectes de Vespucci, êtres cristallins aux formes géométriques, les collectifs d'Andromède, créatures Eve-Mind. Et 9 autres civilisations, chacune revendiquant une supériorité incontestable. La Confédération avait imposé des frontières, l'humanité était confinée à son système solaire, ses colonies spatiales restant primitives et limitées. Convoque le Conseil immédiatement, ordonna Sarah. Et Dimitri, ferme tous les accès à nos bases de données. Crypte les données de la découverte. Je veux que tu fragmentes les fichiers et les caches sur 6 continents différents. Dimitri pâlit légèrement, mais il hocha la tête. Il connaissait Sarah depuis 10 ans. Quand elle parlait avec ce ton, c'était sérieux. Chapitre 2, l'ultimatum de Corot. La grande salle du Conseil à Genève était un dôme transparent de 400 mètres de diamètre, surplombant le Léman glacé. Tous les chefs d'État, tous les représentants militaires, tous les dirigeants technologiques s'y étaient rassemblés. Au centre flottait un hologramme géant de 2 créatures, Corot Venn, ambassadeur principal de la Confédération, entité reptilienne aux écailles dorées, ses yeux jaunes irradiant une intelligence cristalline, et Théa Morpholex, la représentante des architectes, cristal bleu translucide, sa structure géométrique reflet de son esprit rationnel absolu. Humain de Terra, énonça Corot Venn, sa voix synthétisée en français mais conservant une tonalité serpentine. Nous vous apportons une nouvelle d'importance capitale. La Confédération a pris une décision à l'unanimité. Le président Marcus Chen, grand homme noir au regard pénétrant, se pencha légèrement en avant. Dans 50 cycles lunaires, vous cesserez d'exister en tant qu'entité politique autonome. L'humanité sera intégrée au programme d'assimilation progressive. Vos meilleurs éléments seront sélectionnés pour une rééducation. Votre technologie sera harmonisée avec nos standards. Votre culture sera archivée en tant que ressource historique. Un silence de mort s'abattit sur l'Assemblée. C'est un honneur, continua Théa Morpholex, sa structure se reconfigura légèrement, un geste qui chez les architectes signifiait la satisfaction. Nous vous intégrons à une communauté de 147 civilisations. Vous accéderez à la stabilité. À la sécurité. Vous ne serez plus seul. Le général Viktor Petrov, commandant suprême des forces terrestres, se leva d'un bond. C'est une invasion. C'est de la colonisation. Nous refuserons. Corot Venn tourna son regard vers lui. Général, votre espèce ne dispose d'aucun moyen de refuser. Vous ne pouvez pas quitter votre système solaire sans nos autorisations.
Vos armes les plus puissantes ne pourraient endommager même une voile spatiale confédérée. Vous nous rappelez une larve se débattant contre une tempête. Mais l'ambassadeur se pencha en avant, et quand il parla à nouveau, un éclat de curiosité brilla dans ses yeux jaunes. Cependant, nous vous accordons ce délai de grâce. Peut-être désirez-vous explorer, comprendre. Peut-être certains d'entre vous accepteront-ils volontairement. Les plus sensés d'entre vous vous rendront compte que résister n'est que vanité. L'hologramme s'éteignit. Marcus Chen regarda l'assemblée pétrifiée. Son regard croisa celui de Sarah, qui s'était levée discrètement du fond de la salle. « Sarah, dit-il calmement. Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Tous les regards convergèrent sur elle. Elle inspira profondément. « Monsieur le Président, membre du Conseil. Il y a 2 heures, j'ai découvert des installations archéologiques dans les profondeurs océaniques. Des structures datant d'environ 100 000 ans. Des structures humaines. » Un murmure traversa la salle. Nous ne sommes pas la première civilisation humaine à émerger sur cette planète. Et celle-là, messieurs dames, était bien plus avancée que nous. Marcus se leva. Que insinuez-vous, professeur ? J'insinue que nous devons exhumer ces vestiges avant que la Confédération ne le découvre. Et je crois que nous devons apprendre qui nous avons été. Car peut-être que ce peuple ancien possédait des secrets que la Confédération ignore. Deuxième partie, les secrets enfouis. Chapitre 3, la chambre ancestrale. 2500 mètres sous l'océan Pacifique, une équipe de 40 plongeurs archéologues avait commencé l'excavation. Sarah Lestel, protégée par un scaphandre haute technologie dernière génération, flottait devant la façade principale du site. Les cristaux luminescents découverts lors de la première exploration brillaient d'une teinte violette apaisante, illuminant l'intérieur de la structure. La géométrie du bâtiment était parfaite. Pas une fissure, pas une corrosion, malgré 100 000 ans passés dans l'eau salée. Les matériaux étaient incorruptibles. Les portes s'ouvrirent automatiquement à son approche, comme si elle l'attendait. À l'intérieur, elle découvrit des salles immenses. Des bibliothèques contenant des cristaux de données. Des salons de contrôle holographique. Mais surtout, elle trouva une chambre centrale, circulaire, avec au sol un motif de spirale concentrique. Au centre se dressait une statue. Humaine. Parfaitement humaine, mais d'une taille imposante, 4 mètres de haut, sculptée dans un cristal noir qui semblait absorber la lumière. Ses yeux, des émeraudes pures, semblaient vivants. Professeur Lestel, crépita la radio. C'était Dimitri. Êtes-vous bien ? Les capteurs détectent d'immenses niveaux énergétiques en augmentation. Attendez, murmura Sarah. Elle posa sa main sur le cristal noir de la statue. L'univers explosa. Elle se trouva soudain dans un lieu qui n'existait pas. Une bibliothèque sans fin. Des rangées infinies de cristaux flottant dans un espace blanc et doré. Et une voix, ancienne, profonde, qui résonna en elle comme les vibrations d'une montagne. Enfant de Terra. Tu as attendu si longtemps. Sarah tomba à genoux. Qui es-tu ? Je suis Archimède Prime. Je suis le gardien des vestiges. Je suis ce qui reste de la première Genèse. À travers une série de visions qui durèrent quelques secondes en réalité, mais une éternité pour Sarah, elle comprit. L'humanité n'avait pas toujours été une espèce primitive. 150 000 années auparavant, la civilisation humaine avait connu une apogée inconcevable. Maître de la physique quantique, architecte des soleils, sculpteur de réalité. Ils avaient établi un empire qui s'étendait sur 1000 galaxies. Mais ce pouvoir avait attiré l'attention d'entités anciennes. Des êtres qui existaient avant même les dimensions que l'humanité connaissait. Ils étaient une conséquence inévitable de la manipulation de la réalité cosmique. Ces êtres, les dévastateurs, avaient attaqué sans prévenir. Une guerre galactique avait secoué la réalité elle-même. L'humanité avait vaincu, mais au prix de tout. La civilisation s'était effondrée. Les survivants, quelques millions, avaient choisi une forme d'exil volontaire. Ils avaient construit ce que Archimède Prime appelait « les sanctuaires dormants »,
des installations destinées à préserver non seulement les connaissances, mais aussi l'héritage génétique de la race, la conscience collective encodée dans des cristaux de mémoire. Puis ils avaient compris l'évidence, ces êtres puissants, les dévastateurs, reviendraient un jour. Pour se protéger, l'humanité ancienne avait créé les derniers héritages, une armada de vaisseaux capables de se réveiller après 150 000 ans, programmés pour se régénérer grâce à l'énergie des noyaux stellaires. Seuls les humains pourraient les commander. Seuls les héritiers génétiques de la première Genèse, dispersés dans les générations, dormant dans la mémoire génétique, pourraient activer les protocoles. Et le plus important, un navire amiral. L'étoile de l'espoir. Capable de canaliser le pouvoir d'une étoile elle-même. Capable de plier l'espace-temps, de créer des forteresses de réalité pure, de transformer le cours d'une bataille. Pourquoi m'as-tu choisi ? Demanda Sarah. Car tu as l'étincelle. Tu oses remettre en question. Tu cherches la vérité plutôt que le confort. Et surtout, tu as porté en toi le code génétique activateur. C'est marqué dans tes cellules depuis des générations. La voix s'évanouit. Sarah se réveilla, toujours dans la chambre sous-marine, tombée face contre terre. Chapitre 4 : La sélection des guerriers. 3 semaines plus tard, dans les entrailles de la montagne de l'Oural, le Conseil mondial au complet écoutait Sarah présenter les données. Non pas toutes les données, elle avait gardé les informations critiques fragmentées, mais assez pour qu'ils comprennent le poids de ce qu'ils possédaient. Vous dites que nous avons les moyens de défendre notre planète, dit Marcus Chen. Mieux que cela, répondit Sarah. Nous pouvons nous défendre. Nous pouvons exister dans la galaxie en tant que puissance égale. Mais il y a un problème critique. Elle activa l'holofilm. Les vaisseaux ancestraux réclament des pilotes génétiquement compatibles. Et selon les données archéologales, seul un pourcentage infime de l'humanité actuelle possède l'activation génétique requise. Environ 3% de la population mondiale. Mais parmi ces 3%, seuls ceux qui présentent une résonance psychique particulière peuvent vraiment commander les navires les plus puissants. Combien ? Demanda le général Petrov. Environ 200 personnes. Peut-être 300. Un silence pesant s'abattit. Et l'étoile de l'espoir ? Elle a besoin d'une équipe de 10 personnes. Pas une de moins. Pas une de plus. Elles doivent être en résonance absolue, psychiquement compatibles à un niveau que nous appelons « harmonie de conscience ». Marcus se leva et marcha jusqu'à la baie vitrée regardant les montagnes enneigées. Trouvez-les. Commencez les tests. Mais Sarah, écoutez-moi bien. Il se tourna vers elle, ses yeux noirs contenant une détermination qui transcendait l'âge et les frontières. Nous ne commettrons pas les mêmes erreurs que nos ancêtres. Nous ne chercherons pas à conquérir. Et si nous avons ce pouvoir, c'est pour la défense, pas pour la domination. Vous me comprenez ? Oui, Monsieur le Président, dit Sarah. Chapitre 5 : Les 10. Les tests durèrent 3 mois. Des milliers de personnes furent examinées dans des installations secrètes distribuées sur 6 continents. Mais à la fin, émergeait une liste de 10 noms. 10 personnes dont les esprits vibraient au même diapason. Olivier Marchand, 34 ans, ancien pilote militaire français, avait perdu sa femme et son enfant dans un accident de transport spatial sponsorisé par la Confédération. Il commanderait l'étoile de l'espoir en tant que capitaine principal. Sa rage contenue et son amour perdu serviraient comme ancrage émotionnel du navire. Keiko Nakamura, 27 ans, mathématicienne prodige née au Japon. Elle serait l'ingénieure quantique, celle qui canaliserait les cristaux énergétiques. Amara Okango, 41 ans, générale nigériane. Ses stratégies avaient dirigé les forces terrestres pendant 2 décennies. Elle superviserait les protocoles de combat. Alexandre Volkov, 30 ans, scientifique russe spécialisé en physique des trous noirs. Il serait le navigateur dimensionnel. Yuki Tanaka, 36 ans, médecin généticienne japonaise. Elle gérerait la compatibilité des équipages avec les systèmes ancestraux. Rafael Domingo, 33 ans, prêtre espagnol qui avait remis en question son propre dogme. Il serait le gardien de l'éthique, s'assurant que la puissance n'écrase pas la compassion.
Dr. Chen Wei, 52 ans, psychologue chinois. Il serait l'harmoniste de conscience, capable de fusionner les esprits dans une unité opérationnelle. Priya Sharma, 30 ans, aviatrice et physicienne indienne. Elle superviserait les systèmes de vol subespace. Marcus Andersen, 47 ans, diplomate suédois. Il serait le lien extérieur, capable de négocier même en pleine bataille. Et enfin, Sarah Lestel elle-même. Elle avait été sélectionnée, contre toute attente. À 47 ans, sans expérience militaire, elle serait l'archiviste principale, gardienne de la sagesse ancestrale, celle qui interpréterait les intentions de l'étoile de l'espoir. Ils se réunirent pour la première fois à l'intérieur du sanctuaire sous-marin. Archimède Prime les accueillit. Vous avez été choisis non par le hasard, mais par l'harmonie de votre essence. Vous êtes ici 10, mais votre conscience formera un. Olivier regarda l'hologramme géant du cristal noir aux yeux d'émeraude. Comment savons-nous que nous pouvons te faire confiance? Vous ne le savez pas, répondit Archimède Prime. Mais vous êtes humain. Vous avez l'esprit du doute, du questionnement. C'est ce qui a sauvé votre race autrefois. C'est ce qui la sauvera à nouveau. Troisième partie, l'ascension. Chapitre 6, l'activation. Les installations de réveil avaient été construites sur le continent perdu d'Atlantis, celui qui gisait sous 1 kilomètre de roches et de sédiments dans l'océan Atlantique. Les équipes de construction avaient travaillé nuit et jour pendant 6 semaines. Les cavernes souterraines ancestrales s'étendaient sur 1000 km², illuminées par les mêmes cristaux luminescents violets. C'était ici que dormait l'armada. 53 vaisseaux restaient, préservés dans des champs de stase énergétique. Chacun était conçu pour accomplir une mission particulière. Transport de combat. Vaisseau de recherche. Forteresse mobile. Drone de reconnaissance. Et au centre, dominant tout de sa présence écrasante, l'étoile de l'espoir. Elle était belle. Magnifique, presque 4 km de longueur. Une conception biomécanique où l'acier fusionnait avec des cristaux vivants. Elle ressemblait à une raie manta géante, sa structure élancée capable de fendre l'espace-temps comme un oiseau fend le ciel. Olivier Marchand monta à bord pour la première fois, suivi de son équipe. Le pont de commandement s'illumina au moment où ses pieds frappèrent le sol. Les murs changèrent de couleur, passant du gris au violet, reconnaissant sa présence. Bienvenue, capitaine Olivier Marchand, émit une voix féminine, ancienne mais remplie de sagesse. Je suis l'esprit de l'étoile. Mon existence atomique attend votre guidance. Il y eut un silence. Comment t'appelles-tu? Demanda Olivier doucement. Mes créateurs m'ont appelé Aurore. Il hocha la tête. Aurore, nous sommes venus t'éveiller. Pas pour la conquête. Pour la vie. L'étoile de l'espoir vrombit, un son qui semblait résonner dans le tissu de la réalité elle-même. Les 9 autres membres de l'équipage prirent leur poste. Keiko à l'ingénierie. Chen Wei à la synchronisation psychique. Alexandre aux commandes dimensionnelles. Chacun était connecté à l'étoile à travers des interfaces neurales sophistiquées, leurs esprits et le navire fusionnant dans une danse de conscience collective. Sarah s'assit dans la chambre des archives, entourée par des milliers de cristaux de données. Archimède Prime lui parla. Ces données contiennent la somme de 400 000 années de civilisation. Utilisez-la sagement. Chapitre 7, le message de défiance. C'est à ce moment que la Confédération frappa. 12 jours après l'activation de l'étoile de l'espoir, 3 vaisseaux confédérés apparurent en orbite terrestre. Cette fois, pas en tant qu'ambassadeur pacifique, mais en tant que conquérant. Coroven et Théa Morpholex envoyèrent un message. Pas de proposition. Pas de négociation. Un ultimatum simple, reddition immédiate ou assimilation par la force. Marcus Chen, face à l'écran holovisuel sur lequel flottait l'image de l'ambassadeur reptilien, prit son temps avant de répondre. Il savait que ce moment définirait non pas seulement l'avenir de l'humanité, mais peut-être celui de la galaxie tout entière. Coroven, dit-il, sa voix calme mais ferme. L'humanité rejette votre ultimatum. Nous ne sommes pas une espèce à assimiler.
Nous sommes une espèce à respecter. Les yeux jaunes du confédéré se rétrécirent. Vous avez perdu votre raison. Non. Nous la retrouvons. Et sur son signal, Olivier activa les systèmes de révélation. L'armada humaine émergea des océans et des montagnes. 53 vaisseaux ancestraux percèrent les nuages terriens comme des anges d'argent. Et en avant, l'étoile de l'espoir, émettant une aura de puissance que les appareils de mesure confédérés n'avaient jamais enregistrée avant. Coroven, pour la première fois, montra de la confusion. C'est impossible. Votre technologie ne remonte qu'à 300 ans. Cette architecture énergétique, c'est de l'héritage ancien. Nous sommes plus anciens que vous, dit Marcus. Vous ne le saviez pas, mais vous aviez fondé votre empire sur les ruines d'une autre. Et aujourd'hui, l'humanité se souvient. Les 3 vaisseaux confédérés commencèrent à se repositionner pour l'attaque. Olivier attendit. Pas de tir préalable. Pas d'hostilité directe. Il voulait vraiment donner une chance à cette rencontre. Ambassadeur Corot, parla-t-il à travers les canaux de communication ouverts. Je suis le capitaine Olivier Marchand de l'Étoile de l'Espoir. Mon peuple n'aspire pas à la domination. Nous aspirons à la liberté. À l'égalité. Si la Confédération respecte ses principes, nous pouvons coexister. Si elle refuse, il activa les systèmes tactiques. L'étoile de l'espoir brilla d'une lumière blanche pure. Autour d'elle, les cristaux énergétiques du navire se mirent à vibrer à une fréquence tellement élevée que la réalité elle-même semblait se plier autour du vaisseau. Alors nous défendrons ce qui est nôtre. Chapitre 8 – La bataille des 3 soleils. La Confédération se décida immédiatement pour l'attaque. Elle ne pouvait pas laisser une espèce primitive soudainement dotée de technologies anciennes remettre en question son autorité. La domination était basée sur l'idée que la hiérarchie était immuable. L'humanité changeait cela. Les 3 vaisseaux confédérés lancèrent leurs armes. Des projectiles énergétiques se multiplièrent dans l'espace, transformant la région proche de Terra en tempête de feu. Olivier n'appela pas au combat. Il appela à la défense. L'étoile de l'espoir généra un champ de déflexion quantique. Les armes ennemies ne disparurent pas, elles les transformèrent. L'énergie destructrice fut redirigée, harmonisée, transformée en une barrière protectrice entrelacée de lumière violette et dorée. Les confédérés attaquent, cria Amara Okafor du poste tactique. Mais capitaine, leurs armes ne peuvent pas percer nos défenses. Olivier hocha la tête. Bien. Continuez à vous défendre. Alexandre, j'ai besoin d'un saut dimensionnel tactique. Positionnez l'étoile sur la trajectoire de repli des vaisseaux confédérés. Nous ne les attaquerons pas, nous allons les encercler. Compris, capitaine. Synchronisation psychique avec Shenwei. Préparez-vous à une distorsion localisée. L'étoile de l'espoir disparut un instant pour réapparaître de l'autre côté de l'armada confédérée, grâce à une torsion de l'espace-temps maîtrisée par Alexandre. Les vaisseaux ennemis furent pris au dépourvu, se retrouvant pris dans un champ de force multidimensionnel que les 42 vaisseaux de support avaient créé autour de Terra. Coroven se rendit compte immédiatement de la vérité, l'humanité n'était pas seulement une égale. Elle était une supérieure. Ceci est une abomination, cria-t-il. Vous avez violé les traités anciens en résurrectant les technologies préhistoriques. Non, répondit Sarah depuis le navire amiral, sa voix transmise directement aux 3 vaisseaux confédérés. Ces technologies nous appartiennent. Elles ont toujours appartenu à mon peuple. Vous les aviez oubliées. Mais nous nous en souvenons. Les confédérés comprirent enfin. L'humanité n'était pas un ennemi à vaincre. C'était un réveil. Une résurrection. Une civilisation qui se rappelait ce qu'elle avait été. Plutôt que de se retirer, Coroven envoya un dernier signal. Un appel d'urgence à la Confédération centrale, porteur de peur et d'incertitude. Retraite, dit Olivier. Les 53 navires humains se repositionnèrent immédiatement, créant un volume d'espace-temps qu'aucune arme confédérée ne pouvait pénétrer. Les 3 vaisseaux ennemis, isolés et sans réponse,
comprirent qu'ils étaient surpassés et commencèrent à se retirer en orbite. Chapitre 9 – La décision du Conseil. Une semaine plus tard, les principaux membres de la Confédération galactique se rassemblèrent. 12 représentants. 12 civilisations anciennes. 12 voix qui résonnaient avec l'autorité de millions d'années. Elles débattirent pendant 3 jours. La question était simple mais complexe, qu'était l'humanité ? Une menace rougeâtre ? Une aberration technologique ? Ou quelque chose d'inattendu, une chance de redéfinition ? Finalement, c'est Lyron des architectes qui prit la parole. Nous avons commis une erreur, dit-il. Nous avons supposé que l'absence de technologie impliquait une absence de sagesse. Mais l'humanité, en ces quelques siècles, a développé un potentiel que nous avions oublié. Ils ont cherché à explorer, à comprendre, à se connecter. Voulez-vous dire qu'elle ne sera pas assimilée ? Demanda un autre représentant. Je dis que nous devrions écouter ce qu'ils ont à proposer avant de décider, répondit Lyron. Un référendum fut organisé. Le vote fut serré, 7 contre 5 en faveur d'une négociation formelle plutôt que d'une guerre immédiate. 4e partie, les énigmes de l'univers. Chapitre 10, l'aube nouvelle. 3 mois plus tard, une délégation humaine rencontra les hauts représentants de la Confédération non pas sur un vaisseau de guerre, mais dans une station neutre, construite spécialement pour cette réunion historique. Marcus Chen, Sarah Lestel, Olivier Marchand et 6 autres dignitaires humains s'assirent face aux 12 représentants confédérés. L'humanité propose un nouveau traité, commença Marcus. Pas l'assimilation. Pas la domination. Mais l'association égale. Nous avons technologie, sagesse, et une perspective unique forgée par nos expériences uniques. Nous pouvons contribuer à l'évolution de la Confédération. Pas en conquérant, mais en partageant. Coroven, l'ambassadeur reptilien, inclina la tête légèrement. C'était un geste de respect. L'humanité a prouvé sa force. Mais vous avez aussi prouvé autre chose, quelque chose que la Confédération a peut-être oublié. Vous avez montré de la retenue. De la compassion. Vous aviez le pouvoir de détruire nos 3 vaisseaux et vous avez choisi de les laisser partir. Il posa ses griffes sur la table de négociation, un geste qui chez sa race signifiait l'honneur. La Confédération accepte. L'humanité est bienvenue comme membre associé. Avec tous les droits, tous les privilèges, et toutes les responsabilités que cela implique. L'Assemblée tout entière s'illumina. Chapitre 11 – La découverte de Vox Australis. 6 mois après le traité historique, l'étoile de l'espoir reçut un signal anormal provenant des profondeurs de la constellation du Centaure. Ce n'était pas un signal hostile. C'était une transmission, ancienne de millions d'années, encodée dans une fréquence que seuls les cristaux ancestraux pouvaient déchiffrer. Keiko Nakamura interpella Olivier du poste d'ingénierie. « Capitaine, il y a quelque chose d'étrange. Le signal contient des données préhistoriques humaines. Mais aussi des données de civilisations que nous ne connaissons pas. Des civilisations bien plus anciennes que celle qui a créé l'étoile. Identifiez la source, ordonna Olivier. Déjà fait, capitaine. C'est une structure massive. Une construction Dyson incomplète. Une sphère de contrôle stellaire abandonnée depuis environ 200 000 ans. Olivier sentit un frisson. Une structure Dyson ? C'était une technologie que même la Confédération considérait comme un mythe. Tracez l'itinéraire. Nous allons enquêter. L'étoile de l'espoir ajusta sa trajectoire. 40 vaisseaux de support la suivirent, comme des petits oiseaux suivant un grand. La traversée dura 2 semaines, franchissant des distances que les anciens vaisseaux humains auraient pris des années à parcourir. Quand ils arrivèrent, une vision surréelle les attendit. La structure s'étendait sur un rayon de 2 millions de kilomètres autour d'une étoile géante rouge. Elle était partiellement construite, environ 60% complète, mais même dans cet état incomplet, elle dégageait une puissance que les instruments pouvaient à peine mesurer. « C'est impossible », murmura Alexandre au poste de navigation. Cette chose pourrait accumuler l'énergie entière d'une galaxie. Sarah prit place à côté d'Olivier.
Archimède Prime, peux-tu nous dire ce que cela signifie? La voix du gardien des vestiges résonna dans le navire, plus ancienne, plus chargée qu'auparavant. C'est ce que nous appelions une forge de réalité. Une machine capable de transformer les propriétés fondamentales de l'univers. Elle a été créée par les ancêtres. Les créateurs de mes créateurs. Pourquoi abandonner? Demanda Olivier. Parce que ces créateurs ont fait une terrible découverte. L'univers que vous habitez n'est pas le premier. Avant lui, il y en a eu d'autres. Et dans ceux avant, d'autres civilisations ont construit des forges de réalité. Chaque forge a altéré la structure quantique de l'univers. Chaque altération, chaque manipulation a progressivement fragilisé le tissu cosmique. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Sarah, une douleur naissant dans sa poitrine. Les univers s'effondrent. Les anciens univers se sont effondrés sous le poids des forges, des manipulations quantiques, des guerres technologiques. Les dévastateurs sont une manifestation de la réaction cosmique à cette destruction. L'univers actuel, l'univers dans lequel vous existez, est voué au même sort. Peut-être dans 100 000 ans. Peut-être dans 1 million. Mais inévitablement. Olivier serra les bras. Peut-il être arrêté? Oui. Il y a une solution que les ancêtres ont découverte. Mais elle nécessite un sacrifice que l'humanité doit volontairement accepter. Chapitre 12, le Conseil de guerre. De retour en orbite terrestre, Olivier convoqua le Conseil mondial de concert avec la Confédération galactique. Cette fois, ce ne fut pas une négociation d'égal à égal. Ce fut une confrérie face à une apocalypse. Archimède Prime expliqua le dilemme. Chaque civilisation, en développant une technologie suffisamment avancée, invariablement détruisait son univers. Les forges de réalité, les manipulations quantiques, les armes cosmiques, toutes ces technologies creusaient des fissures dans la toile de l'existence. La solution découverte par les ancêtres, continua Archimède Prime, est complexe et difficile. Vous ne pouvez pas simplement arrêter le développement technologique. L'évolution est inévitable. Mais vous pouvez créer ce que nous appelons une harmonie cosmique. Qu'est-ce que c'est? Demanda l'Iron des architectes, son cristal émettant une lumière prudente. Un équilibre absolu entre la création et la destruction, entre l'innovation et la préservation, entre la volonté de puissance et la sagesse de la retenue. Ces gardiens étaient censés empêcher toute civilisation d'une seule espèce de devenir trop puissante. Mais les ancêtres eux-mêmes ont succombé à la tentation du pouvoir absolu. Sarah comprit immédiatement. Les ancêtres étaient la race clé. Et ils se sont autodétruits. Exactement. L'univers avant le vôtre s'est effondré non pas par accident, mais par inévitabilité. Les ancêtres ont finalement compris qu'aucune race, aucune civilisation, ne pouvait volontairement choisir la sagesse plutôt que le pouvoir. Jusqu'à ce moment-ci. Coroven se leva d'un bond, ses écailles luisant d'une teinte écarlate. Vous nous demandez de nous autolimiter? De renforcer? De cesser notre expansion? Non, dit Archimède Prime. Je vous demande quelque chose de plus difficile. De choisir ensemble. De créer une concorde. Non pas une hiérarchie où les forts dominent les faibles, mais une harmonie véritable où la diversité des civilisations crée une force qui préserve l'univers lui-même. Un silence étouffant s'abattit sur l'assemblée. Chapitre 13, le pacte de l'éternité. Le débat dura 3 jours. Littéralement 3 jours sans interruption. Les représentants des élus de Sargonie rejetaient l'idée. Pour eux, la hiérarchie cosmique était naturelle. Pourquoi une civilisation jeune comme l'humanité aurait-elle un droit égal à une ancienne comme les leurs? Mais progressivement, une majorité se forma. Les architectes de Vespucci, menés par l'Iron, apportèrent leur rationalité au débat, prouvant mathématiquement que l'option de la concorde était la seule viable. Des représentants de civilisations diverses comprirent une vérité: continuer sur la trajectoire actuelle menait à l'extinction complète. Mieux valait un univers partagé qu'un univers détruit. Marcus Shen prononça les paroles finales au nom de l'humanité: mon peuple a appris quelque chose en découvrant son héritage. Nos ancêtres avaient le pouvoir de dominer.
Ils ont choisi de construire. Ils ont choisi la compassion même quand la force aurait été plus facile. Et cela n'a pas affaibli l'humanité. Cela l'a sauvée. Cela l'a élevée. Je crois que la même vérité s'applique à la Confédération. Le vote final passa par une majorité de 9 voix sur 12. 3 civilisations s'abstinrent, refusant de s'engager, mais ne bloquant pas non plus le traité. Le pacte de l'éternité fut signé. Les termes en étaient révolutionnaires, chaque civilisation membre promettait de limiter volontairement son expansion technologique à des seuils convenus. Aucun développement de forge de réalité. Aucune arme capable de détruire l'intégrité quantique de l'univers. Au lieu de cela, les ressources seraient allouées à la préservation, à la recherche scientifique responsable, et surtout à l'amélioration de la vie dans l'univers existant. Une nouvelle institution, le Conseil de l'Harmonie, serait créée, avec des représentants égaux de toutes les civilisations qui adhéraient au pacte. Ce conseil aurait le pouvoir de réglementer la technologie interdite et de médier les conflits. Et finalement, l'humanité se verrait confier un rôle spécial, servir de gardien de la conscience collective. Ces 10 humains, l'équipage de l'Étoile de l'Espoir, accorderaient leur capacité de résonance psychique à la surveillance de l'équilibre cosmique. Chapitre 14 – Le voyage vers la sagesse. Une année après la signature du pacte, l'Étoile de l'Espoir et une délégation de 300 vaisseaux provenant de diverses civilisations confédérées se dirigeaient vers le centre galactique. Ils avaient une mission, retrouver les restes des ancêtres, comprendre ce qui s'était réellement passé il y a 250 000 ans, et s'assurer que les secrets de la forge de réalité n'étaient jamais redécouverts. Sarah, assise dans la chambre des archives, dialoguait constamment avec Archimède Prime. « Crois-tu vraiment que le pacte tiendra ?» demanda-t-elle. « Rien ne s'éternise, » répondit le gardien. « Mais dans les petits moments d'éternité, l'univers trouve une grâce. Votre peuple l'a compris. » Olivier passait plus de temps au poste de commandement, guidant l'étoile à travers des régions de l'espace que la Confédération elle-même n'avait jamais entièrement explorées. Les autres membres de l'équipage avaient développé une harmonie tranquille. Le voyage dura 3 mois. Quand ils arrivèrent au centre galactique, ce qu'ils trouvèrent les pétrifia. Chapitre 15 – Les vestiges des ancêtres. Le centre galactique était une ruche d'activité cosmique. Autour d'un trou noir supermassif orbitaient des milliers de structures artificielles. Mais l'une d'elles attira immédiatement l'attention, une sphère de 3000 km de diamètre, construite entièrement dans un matériau qui ressemblait à du diamant noir. « Capitaine, vous devez voir ceci », appela Alexandre depuis les commandes dimensionnelles. L'écran principal de l'Étoile de l'Espoir montra une image qui changea à jamais la compréhension humaine de l'univers. La sphère n'était pas une arme. C'était une prison. À l'intérieur, contenue dans des champs de stase quantique, se trouvaient des milliards de consciences. Elles n'étaient pas mortes. Elles dormaient. Et elles attendaient. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Olivier, sa voix tremblant légèrement. Sarah s'avança, ses yeux se remplissant de compréhension. « C'est un arc. Un arc de l'éternité. Les ancêtres n'ont pas détruit leur univers. Ils l'ont préservé. Ils ont capturé les consciences de leur civilisation, et les ont placées ici, en attente du prochain cycle cosmique. » Archimède Prime le confirma. Quand l'univers actuel atteindra son apogée critique, les consciences des ancêtres se réveilleront dans le prochain univers. Elles porteront la sagesse de ce qui s'est passé. Elles seront les gardiens du nouveau monde qui émergera des cendres d'une autre. « Combien de temps ?» demanda Olivier. 99 743 années. À peu près. Pas exactement. L'univers n'a pas de montre. Un silence profond s'établit dans le navire. Alors, nous continuerons. C'était Priya qui parlait. Nous continuerons le travail jusqu'à ce que vienne cette époque. Et nous transmettrons ce que nous savons à la génération suivante. Et elle à la suivante. Oui, dit Raphaël. C'est ce que signifie vraiment être humain. Pas conquérir. Pas dominer. Mais construire. Préserver. Transmettre. Chapitre 16 – Le retour à Terra. 6 mois plus tard,
l'étoile de l'espoir rentra chez elle. Terra, le berceau de l'humanité, attendait. Au-dessus de l'océan Pacifique, dans le ciel de ce qui était autrefois appelé le Nouveau Monde, l'étoile de l'espoir se posa dans une baie souterraine secrète, à côté des 53 autres vaisseaux ancestraux. Olivier, Sarah, et le reste de l'équipage descendirent. Une foule les attendait. Pas seulement des humains. Des délégations de la Confédération. Des représentants de civilisations lointaines. Tous venus honorer les gardiens de la conscience collective. Marcus Chen s'approcha d'Olivier et plaça une main sur son épaule. « Comment te sens-tu » ? « Comme si j'avais vieilli de 1000 ans en un an, » répondit Olivier. « Mais c'est un bon vieillissement. Un vieillissement rempli de sens. » Sarah s'approcha à son tour. « Olivier, j'ai découvert quelque chose dans les archives des ancêtres. Je crois que tu devrais voir. » Elle lui tendit un petit cristal de données, luminescent, pulsant d'une teinte dorée. « Qu'est-ce que c'est ?» ?»« C'est un message. Adressé à toi. Personnellement. Venant de l'univers précédent. » Olivier prit le cristal. Quand il le fit, une vision l'envahit. Une voix ancienne, masculine, qui parlait dans une langue humaine ancienne qu'il ne comprenait pas et pourtant comprenait complètement. « Capitaine du futur. Tu as fait ce que nous n'avons pas pu faire. Tu as choisi la sagesse alors que tu aurais pu choisir la domination. Tu as choisi l'harmonie alors que tu aurais pu choisir la victoire solitaire. Pour cela, tu es digne de porter le nom de celui qui a guidé mon peuple dans ces derniers jours. » Puis la vision changea. Olivier vit une planète qui s'effondrait, un soleil qui s'éteignait, une civilisation qui se dissolvait dans l'éther cosmique. Mais au moment du dernier lever de soleil, il vit des visages. Heureux. En paix. Sachant que leur sacrifice n'était pas vain. Qui parlait ? Demanda Olivier, les larmes coulant sur ses joues. Le chef suprême des ancêtres. Celui qui a commandé leur flotte. Celui qui a pris les décisions ultimes. Il s'appelait Archimède le Premier. Olivier regarda le ciel, où les étoiles brillaient d'une lumière nouvelle. Il se tourna vers Sarah, son regard plein d'une détermination tranquille. La force ne définit pas la valeur, Sarah. La sagesse, oui. Et nous avons compris quelque chose que beaucoup d'autres civilisations ont oublié, que la plus grande puissance n'est pas celle de conquérir, mais celle de préserver. De construire. De créer. Quelque part, dans l'univers précédent, préservé dans un arc de l'éternité, les anciens veillaient. Et ils le savaient, l'humanité poursuivrait la garde. Fin.